Bonjour à tous. Donc, je me présente, c'est Hélène Guerlet, chargée de mission à la direction des transports d'Orléans Métropole. Bienvenue à ce webinaire sur l'énergie dans les transports, organisé dans le cadre des assises de la transition écologique à Orléans Métropole. Donc, les assises, pour ceux qui participent pour la première fois à un événement dans ce cadre, ce sont 4 mois d'échange et de partage autour de différents thèmes de la transition écologique, que ce soit la rénovation énergétique, la biodiversité, le risque d'inondation, l'alimentation durable ou la mobilité durable, objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est 4 mois d'échange. Ça a commencé le 12 janvier dernier. Le mois de février a été l'occasion d'organiser pas mal de webinaires, de visites, d'animations pour échanger et apprendre sur qu'est-ce que la transition écologique. Donc là, on arrive à la fin de ce parcours apprenant. Et après les vacances de février, il y a une seconde phase qui va commencer. C'est la phase de construction. Quelle action on souhaite mettre en œuvre sur le territoire pour favoriser la transition écologique autour des 9 thèmes qui ont été définis. Donc ça, c'est à la fois des événements et des animations qui sont organisées par la collectivité, mais il y a tout à fait possibilité aussi, en tant qu'habitant, association, de proposer vos propres événements ou de contribuer aussi à ces assises via la plateforme qui a été créée sur Internet, transition.orléans-métropole.fr, où vous retrouvez donc par où vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. Et vous allez retrouver aussi l'ensemble des ressources documentaires et webinaires qui se sont déroulés, et puis possibilité de contribuer aux assises. Pour parler plus précisément de la mobilité durable et des énergies dans les transports, petit rappel de pourquoi on parle de mobilité durable et quelles sont en fait les conséquences de nos déplacements sur l'environnement. Sur la métropole, l'usage de la voiture est encore prédominante. Il y a plus d'un déplacement sur 2 qui est effectué en voiture, et ça a des conséquences importantes, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le transport routier est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre sur la métropole, le second émetteur de polluants atmosphériques, représente un quart des consommations énergétiques sur la métropole, et il y a d'autres impacts, que ce soit en termes de bruit, en termes de consommation d'espace, etc. Donc, il y a différents leviers pour diminuer ces impacts que va notamment vous présenter Ariane Roseau dans son introduction. Et notamment le fait de faire évoluer et modifier ces types de carburants utilisés dans les transports. Donc, c'est l'objet du webinaire de ce jour, qui va se dérouler en plusieurs étapes. Tout d'abord, une présentation d'Ariane Roseau, qui fait partie de l'ADEME. Donc, bonjour Madame Roseau, et qui va vous faire un état des lieux un peu des différents carburants alternatifs et de la vision de l'ADEME sur le développement possible de ces carburants. Sa présentation va durer à peu près 30 minutes, et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses avec les participants du webinaire. Donc, n'hésitez pas, même durant sa présentation, à poser vos questions dans le fil de discussion, et on lui posera en fin de présentation. Et suite à ce temps d'échange, deuxième présentation. Donc, la première va être générale, au niveau avec une vision nationale, et la deuxième plus locale, avec une présentation de Laurent Cornagia du bureau d'études Artedis. Bonjour Monsieur Cornagia, qui accompagne actuellement la métropole sur l'élaboration de son schéma directeur de l'énergie, avec un volet concernant le développement des énergies dans les transports, et notamment le développement des différentes bornes de recharge sur le territoire. Donc, il va également vous présenter un état des lieux
de l'offre et la demande sur le territoire et les potentiels de développement des énergies sur le territoire d'Orléans Métropole. Donc, de la même manière, un temps de présentation d'une vingtaine de minutes et un temps de questions-réponses par la suite. Donc, juste avant de donner la parole à Ariane Roseau, quelques rappels. Donc, bien laisser couper votre micro et votre vidéo le temps des présentations et, comme j'ai dit, un espace de discussion pour échanger. Et s'il y a des problèmes techniques, la possibilité aussi de lever la main pour échanger en direct durant la phase de questions-réponses avec les intervenants. Très bon webinaire à tous. Et puis, je laisse la main donc à Ariane Roseau de l'ADEME. Bonjour à tous. Merci beaucoup Hélène pour l'introduction. Donc, tout a été dit sur l'objet de mon intervention. Ça va être de parcourir les fondamentaux sur le sujet. On ne rentrera pas dans un détail puisqu'en 25-30 minutes, ce n'est pas possible. Et puis, ce sera général et on verra après les applications plus concrètes avec Laurent. Alors, mon ordinateur me dit que j'ai peut-être une connexion un peu légère. Hélène, n'hésite pas à me dire si je dois couper ma caméra, si mon son commence à dérailler. Et donc, je me présente. La caméra est actuellement bloquée, donc c'est peut-être bon. D'accord. Pour l'instant, le son est bon, donc ça fonctionne. D'accord. J'arrête la vidéo pour être sûre que ça tienne bien. Ok. Donc, moi, je suis Ariane Roseau et donc je suis ingénieure au service transport et mobilité de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, et j'ai en charge l'animation du sujet carburant alternatif. Donc voilà, là, on est au cœur de mon poste. Alors, je n'arrive pas à changer les slides. Pourtant… Ah, ça y est. Alors, avant de commencer finalement à entrer dans la technique, je vous propose en 10 secondes de voir les 3 piliers de la stratégie transport et mobilité de l'ADEME. C'est intéressant parce que ça permet de hiérarchiser les actions quand on veut diminuer les gaz à effet de serre sur le sujet du transport et de la mobilité. En premier lieu, maîtriser ses déplacements, c'est-à-dire se déplacer le moins possible, éviter de prendre sa voiture, les transports, donc par exemple le télétravail. En deuxième lieu, ça va être reporter, c'est-à-dire choisir des alternatives au transport individuel dans sa voiture seule. Donc, tout ce qui n'est pas seul dans sa voiture, c'est intéressant, que ce soit la marche, le vélo, le covoiturage et bien sûr les transports en commun. Et puis, enfin, et on est plutôt sur cet axe-là dans le cadre de ce webinaire, améliorer, c'est-à-dire améliorer l'efficacité des véhicules et notamment changer sa motorisation pour aller vers des carburants plus vertueux. Alors, de quoi parle-t-on quand on est sur les carburants alternatifs? En fait, c'est très simple. On est sur tout ce qui n'est pas carburant conventionnel, donc c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à l'essence, pas au gazole, pas au kérosène, mais selon la directive 2014-94, les carburants alternatifs, c'est tout ce qu'il y a à droite, et donc c'est-à-dire l'électricité, l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique, hein. Ça reste un véhicule électrique qui utilise de l'électricité produite par hydrogène. Donc, on a aussi les biocarburants et puis les carburants de synthèse, le gaz naturel et le GPL. Je vous ai entouré certains carburants qui sont d'origine fossile potentiellement. Donc, voilà, bien avoir en tête que carburant alternatif ne veut pas forcément dire que tout est complètement vert, complètement renouvelable. Un autre point pour cadrer un petit peu le périmètre et le poids de tout ça, c'est qu'actuellement, on n'a que 1% des voitures en circulation qui utilisent des carburants alternatifs. Vous voyez, la grande majorité, ça va être du diesel et de l'essence, et seulement 1% est constitué de voitures finalement électriques ou hybrides rechargeables. Le reste sont vraiment du plus que détail. Et donc, c'est cette part qu'on essaie d'augmenter de plus en plus, et quelles que soient les cibles de véhicules.
Autre point intéressant et qui va dans ce sens-là, c'est que le cadre réglementaire se renforce, il se renforce beaucoup et il va dans le sens de toujours plus de véhicules faibles émissions. Alors, si on prend 2 exemples, dans le cadre donc des établissements publics, si vous avez une flotte de plus de 20 bus et d'autocars, à partir de 2020, déjà, quand vous êtes dans un projet de renouvellement de cette flotte, il faut intégrer au moins 50% des véhicules renouvelés avec des faibles émissions. Alors, faibles émissions, ça, on va le voir, ça va être tout ce que je vais vous présenter. C'est des véhicules, par exemple, électriques. Ça peut être aussi voilà, c'est des véhicules qui, à l'échappement, émettent moins que des véhicules thermiques ou voilà, type diesel. Ensuite, deuxième point réglementaire, si vous êtes une entreprise ou une collectivité, si vous avez plus de véhicules utilitaires légers, que ce soit des voitures ou des véhicules utilitaires légers, vous avez aussi une obligation de renouveler votre flotte. Ça va en crescendo et jusqu'à 50% dans 10 ans de votre flotte qui devra être renouvelée par exemple, des voitures électriques ou des véhicules utilitaires légers à l'hydrogène, etc. Alors, passons dans maintenant le cœur du sujet. On va donc balayer les 4 grands types de carburants alternatifs. Le premier, l'électrique batterie. Je vais à chaque fois aller à l'essentiel et au point clé. Donc, pour commencer, un petit quiz très rapide avec une méthode très élaborée. Vous allez devoir réfléchir dans votre tête et simplement noter le nom de la lettre sur un papier. Donc, la première question, c'est une voiture électrique, qu'est-ce qu'elle émet à l'échappement? Est-ce qu'elle émet uniquement des NOx, uniquement des particules fines, donc NOx, oxyde d'azote, pardon, ou bien elle n'émet ni oxyde d'azote ni particules? Alors, sur cette première question, j'espère que vous avez réfléchi. Donc, la réponse, c'est le C. Véhicule électrique égale pas de pot d'échappement. Et donc, il n'y a rien à l'échappement. Alors, effectivement, il y a souvent des histoires où on dit « mais si, les véhicules électriques émettent des particules ». Alors, ils en émettent au niveau des pneumatiques, au niveau du freinage, mais en tout cas, l'échappement, il n'y a pas de particules, il n'y a pas d'oxyde d'azote. Deuxième question, selon l'ADEME, un SUV électrique, est-ce que c'est une option intéressante selon l'utilisation? Est-ce que c'est une fausse bonne idée ou est-ce que c'est un bolide d'enfer? Et là, donc là, la réponse à la question, c'est la B. Donc nous, à l'ADEME, on est assez clair sur notre positionnement par rapport au SUV. Un SUV, qu'il soit électrique ou pas, c'est un véhicule très lourd qui consomme forcément plus d'énergie. Donc même si, voilà, exactement, je viens de lire le poids, c'est l'ennemi, on est exactement dans cette logique-là. Voilà, c'était pour se mettre dans le bain. Voyons maintenant quelques chiffres clés sur le véhicule électrique. Donc, l'autonomie, il faut avoir en tête que c'est dans les 300 km à peu près. La batterie, alors le poids est très variable. Ça va entre 250 kg pour une petite batterie. Ça peut aller jusqu'à 650 kg de batterie pour un véhicule type SUV électrique. D'où, voilà, encore se poser la question de trimballer autant de kilos pour une autonomie et des besoins en kilomètres qui sont potentiellement très réalisables avec des batteries plus petites. La durée de vie d'une batterie, on a de plus en plus tendance à dire que c'est la durée de vie du véhicule. Avant, on partait sur l'idée de 8 ans, et puis en fait, le constat montre que ça vit beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait, donc c'est une très bonne nouvelle. À savoir aussi que quand on dit la batterie est en fin de vie, en fait, ça veut dire la batterie est à 80% de sa capacité de charge initiale. Donc voilà, la batterie n'est pas vraiment un problème en termes de durabilité, durée de vie, c'est pareil que le véhicule. La recharge, ça dépend de la puissance de recharge, de la rapidité de la recharge. Ça peut être 30 minutes pour quelque chose de très rapide, jusqu'à 14 heures, par exemple, si vous êtes sur une charge très lente à votre domicile. Ensuite, le prix moyen d'une citadine, bon alors ça varie, on va dire dans les 30 000 €, entre 25 000 et 30 000 € pour l'entrée de gamme, sachant pour information que les prix sont en train de vraiment diminuer puisque tous les constructeurs s'y mettent. On commence à avoir maintenant la possibilité de véhicules neufs à 19 000 € TTC. Donc, comme c'est pas mal aidé comme véhicule, on arrive à des prix assez compétitifs. Toujours compétitif, le coût à l'usage,
le coût à l'usage qui est le moins cher de tous les véhicules. On est à même pas 3 € pour 100 km parcourus. Alors maintenant, au niveau de la batterie, c'est un gros sujet, on en parle énormément. Il y a 3 problématiques clés sur la batterie: les matériaux rares qui sont utilisés, la fabrication de la batterie et le recyclage. Le problème clé selon l'ADEME, c'est la fabrication. On va voir de suite pourquoi avec un petit graphique. Voilà, ce graphique, c'est celui qui va vous permettre de tout comprendre sur le véhicule électrique. Alors, ce qu'il faut, on va le lire ensemble. Vous avez donc la première ligne qui est la ligne production, et il faut comparer par exemple la ligne marron, donc ce qui se croise en bas en fait, et puis la ligne bleue. Ah oui, donc je peux peut-être passer les doigts. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit. Ouais, voilà, merci. Donc c'est ces deux-là. En fait, pour produire une batterie électrique et finalement donc un véhicule électrique, on va émettre beaucoup plus d'énergie et donc de gaz à effet de serre que pour l'équivalent thermique. On pourrait retenir qu'on émet à quasiment 2 fois plus de gaz à effet de serre pour le construire. Donc, quand le véhicule électrique arrive sur la route avec un kilomètre zéro, on peut dire qu'il a une sorte de dette carbone à effacer. Et cette dette, il va l'effacer à chaque fois qu'il roulera. Et plus il roule, donc plus on se trouve sur la phase usage, la phase du carré du milieu, plus le véhicule électrique est intéressant. Et on finit en fin de vie tout à droite, où on voit que le véhicule électrique, sur toute sa durée de vie, il émet au moins 2 fois moins de gaz à effet de serre que l'équivalent diesel juste au-dessus. Donc, il y a énormément d'articles, ça fait le buzz sur c'est plus polluant, etc. Non, la réponse, c'est l'ACV. L'ACV, c'est ce que vous voyez là, une analyse de cycle de vie. C'est la méthode la plus robuste quand on veut bien comparer les choses. Et on se rend compte que c'est sans appel, le véhicule électrique, à sa fin de vie, quand on fait la photo en fin de vie, il aura émis 2 fois moins de gaz à effet de serre que l'équivalent thermique. Alors, pour récapituler sur l'électrique, qu'est-ce qui est intéressant? Il n'y a pas d'émission à l'échappement puisqu'il n'y a pas de pot d'échappement. Donc, c'est très bon pour en fait, la santé et puis pour la santé notamment en milieu urbain. C'est un véhicule qui émet 2 fois moins de gaz à effet de serre sur la durée de vie, on vient de le voir, et un véhicule silencieux. Au niveau des points négatifs, il faut savoir qu'il faut adapter l'usage. Il faut essayer, d'après nous, à l'ADEME, de ne pas chercher à mimer forcément le véhicule thermique en voulant faire le plus de kilomètres possible. Et ce qu'il faut retenir, donc le côté obscur de la force, c'est que la fabrication des batteries est très impactante. Donc, essayez de choisir des batteries de taille raisonnable et ne pas tomber dans cette course en avant de toujours plus gros. Alors, passons maintenant à l'électrique hydrogène. Donc, une question très rapide. Sur quoi doit-on redoubler d'attention quand on se lance dans un projet de mobilité hydrogène? Alors, on a 3 questions. Pareil, je vais vous laisser réfléchir dans vos têtes aux 3 possibilités. Est-ce qu'il faut améliorer le rendement énergétique? Est-ce qu'il faut réfléchir à la raréfaction des ressources en platine? Le platine est utilisé notamment dans les réservoirs d'hydrogène. Ou est-ce qu'il faut réfléchir à la manière dont est produit l'hydrogène? Eh bien, la réponse, c'est la C. Alors, les 3 sujets sont importants, hein, mais la vraie problématique, c'est la manière dont est produit l'hydrogène. Alors, on va le voir juste après dans un graphique, mais en attendant, commençons par les éléments clés sur une voiture électrique qui fonctionne à l'hydrogène. Donc déjà, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est équipée d'une pile à combustible. La pile à combustible va en fait permettre de transformer l'hydrogène qu'on aura mis dans le réservoir en électricité qui alimentera le moteur. Tout ça permet de faire environ 400 km de voiture sans faire le plein. Là, l'intérêt, c'est que le plein est très rapide, hein. On va à la station, c'est un peu plus long qu'avec de l'essence, mais ça reste un pistolet qu'on met dans un réservoir. On a très peu de stations actuellement, les prix sont très élevés, aussi bien au niveau des véhicules. Pour la berline, par exemple, la Mirai qu'on voit sur les taxis Hype, on est à 80 000 €. Et puis le coût à l'usage, on cherche à le faire baisser, c'est bien l'objectif, mais pour l'instant, on est à 11 € pour 100 km parcourus.
Alors, voyons maintenant pourquoi je vous disais d'être vigilant sur la production de l'hydrogène. Donc, on a deux manières en fait de produire de l'hydrogène. À gauche, c'est la manière la plus courante. 95% de l'hydrogène est produit dans le monde par cette méthode-là qui s'appelle le réformage, ou parfois vous entendrez vaporéformage. Et donc, cette méthode consiste en fait à prendre du gaz naturel, donc la plupart du temps fossile, et à le chauffer énormément. Ça consomme beaucoup d'énergie et le fait de chauffer, ça va permettre de craquer cette molécule de CH4 de gaz naturel et d'avoir en sortie de l'hydrogène. Le souci, comme vous le voyez dans le petit nuage à gauche, c'est qu'on a en sortie d'usine directement du CO2, donc directement des gaz à effet de serre. C'est pour ça que cette méthode de production de l'hydrogène, elle est absolument catastrophique. Nous, on l'écarte de tous les projets de l'ADEME. Dès qu'on a des projets d'écosystème, etc., on impose une production d'hydrogène par électrolyse et par électrolyse sur énergie renouvelable prioritairement. L'électrolyse, donc c'est ce qu'on voit à droite, c'est la deuxième méthode. Le principe, c'est on met de l'électricité, donc si possible, la plus verte possible, dans de l'eau et par un processus chimique, on va séparer l'eau et on aura de l'hydrogène en sortie. Voilà, donc retenir sur l'hydrogène, la production est hyper importante, il faut faire le choix de l'électrolyse, sinon on n'est pas dans un projet bon au niveau des gaz à effet de serre. Et donc, le récapitulatif sur le sujet, c'est intéressant puisqu'on a les forces du véhicule électrique batterie qu'on a vu précédemment, sans les inconvénients puisqu'on a un peu plus d'autonomie et le plein se fait sans attendre. Le souci, ça va être le coût des rendements énergétiques, le rendement énergétique par contre qui n'est pas très bon, et puis les coûts très élevés pour le moment. Et puis la manière, le côté obscur, vous l'aurez compris, c'est la nature de l'hydrogène. Alors, passons sur le gaz et le biogaz. Petit quiz pareil pour se mettre dans le bain. Lequel de ces trois gaz peut être produit par la fermentation de déchets? Est-ce que c'est le butane? Est-ce que c'est le GPL, donc GPL pour gaz de pétrole, ou est-ce que c'est le méthane? Et donc la réponse, c'est le méthane. Donc le méthane, c'est un gaz, c'est le gaz naturel en fait, qui peut soit être d'origine fossile, ce qu'on importe parfois de certains pays comme la Russie, etc. Soit, et c'est le seul finalement gaz qu'on peut produire de manière naturelle avec la fermentation des déchets. C'est ce qu'on voit ici, vous voyez à droite, on peut avoir du biogaz et donc du bio-GNV. Et donc, je vais me concentrer juste sur la droite puisque le temps nous est compté. On a finalement du gaz qui est soit comprimé, soit liquéfié. Le comprimé reste à l'état de gaz, c'est ce qu'on met le plus couramment dans nos véhicules. Donc, ça peut aller pour les véhicules légers, parfois pour les véhicules lourds, et c'est souvent là où on a du bio-GNV. Le GNL, il est liquéfié, donc c'est-à-dire qu'on le refroidit énormément pour le rendre à l'état liquide. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut en embarquer beaucoup plus en quantité énergétique. Alors, le véhicule en lui-même, il faut savoir que c'est un véhicule thermique, le véhicule gaz. Il y a des émissions à l'échappement. Par contre, il y a des bénéfices quand même. Au niveau des oxydes d'azote, nos études nous montrent qu'on a 10 fois moins d'oxyde d'azote à l'échappement d'un véhicule gaz plutôt que l'équivalent diesel. Au niveau des gaz à effet de serre, maintenant, au niveau de l'échappement, on est quasiment au même niveau que le diesel. Par contre, si on regarde le gaz à effet de serre au niveau total du véhicule et prenant surtout en compte le fait que si on prend du biogaz, donc du bio-GNV, il aura capté à un moment du CO2 qui va le redonner. Là, on est à 75% de réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est très intéressant. Et puis, pour finir, l'autonomie, c'est à peu près 500 km, donc c'est très bien. Le prix de l'acidadine est peu cher. En fait, c'est un véhicule qui est adapté pour la transition. Il ne coûte pas si cher à l'achat. Là, j'ai mis le prix de l'acidadine, mais plus on monte dans les camions, plus on est aussi dans des choses compétitives par rapport au diesel. Et puis, le coût à l'usage est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup d'exonérations et d'intérêts. Alors, petit récapitulatif, donc les atouts, c'est économique comme solution.
Il y a un bon bilan de gaz à effet de serre global. Il y a aussi un bon bilan au niveau des oxydes d'azote. C'est un véhicule polyvalent. Et puis, les points négatifs, ça va être qu'il reste quand même des émissions à l'échappement, hein. On reste dans un véhicule thermique. Et puis, autre point problématique, et ça rejoint voilà, ce que j'ai mis dans le côté obscur, c'est est-ce qu'on aurait du bio-GNV pour tout le monde, pour tous les usages? Eh bien, a priori, non. Le bio-GNV, ça peut aussi être utilisé en chauffage. Enfin, voilà, il n'y a peut-être pas assez de ressources pour tous nos besoins. Alors, passons maintenant au dernier des carburants alternatifs qu'on va étudier aujourd'hui. Quelle est l'origine principale des biocarburants en France actuellement? Est-ce que c'est l'huile de palme? Est-ce que c'est le colza? Ou est-ce que c'est la betterave? Et donc, la réponse est la B, le colza, très majoritairement. Le colza est un biocarburant de première génération, qu'on appelle plutôt biocarburant conventionnel. Et il y a toujours une problématique là-dessus parce qu'il y a une concurrence avec des usages alimentaires. Voyons maintenant déjà les biocarburants. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut savoir qu'on en a déjà partout des biocarburants. Quand vous allez dans votre station-service actuellement, vous avez déjà des biocarburants incorporés avec de l'essence ou du diesel. Par exemple, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que je dis dans le carré de gauche que c'est banalisé. On a par exemple dans le SP95, 95, pourquoi? Parce qu'on a 5% de biocarburant. Et donc, ça, on le met dans nos véhicules, on n'a pas besoin de les transformer, tout fonctionne parfaitement. Par contre, à droite, là, on parle de carburant à haute teneur en biocarburant. J'ai pris l'exemple du E85. Le E85, on commence à en entendre pas mal parler. Il a 85% de biocarburant. Bon, là, je suis vraiment sur les véhicules légers, la voiture. Vous avez certainement dû entendre parler du B100, de ce genre de biocarburants qui sont plutôt spécialisés pour les poids lourds. Je vous propose de rester sur l'E85. Pour utiliser le E85, par contre, il faut un véhicule, du moins un moteur dédié. Deux options. Soit vous achetez un véhicule dédié, comme par exemple ce Ford-là qui consomme de l'E85. Bon, c'est un gros véhicule, mais il n'y en a pas beaucoup en choix pour le moment en E85. Soit vous adaptez le moteur avec donc le kit qu'on voit dessous, le kit Flex Fuel, qui permet à votre voiture traditionnelle d'adapter en fait les volumes de carburant, d'air, etc., et de pouvoir utiliser de l'E85 sans abîmer votre moteur. Alors, actuellement, on a 1500 stations qui délivrent de l'E85, donc c'est un peu moins de 20% des stations. Par contre, c'est très avantageux parce que le prix est très faible à la pompe et l'usage est du coup très peu cher aussi. Le récapitulatif sur le sujet, ce serait de dire que les biocarburants, l'intérêt, c'est que ça convient à tous les véhicules et tous les usages, que le réseau de distribution il est déjà en place. Là, on n'a pas besoin de mettre des stations de distribution hydrogène ou des bornes de recharge électrique. C'est déjà dans nos stations-service et puis c'est très économique à la charge, à l'usage, pardon. Enfin, au niveau des points négatifs, ça reste un véhicule thermique. On a des émissions à l'échappement, on a des émissions aussi bien d'oxyde d'azote que de gaz à effet de serre. Puis un vrai point négatif aussi, ça va être tous ces problèmes de ressources et puis de biocarburants. Donc voilà, quel futur pour ce sujet? Quel potentiel pour la deuxième génération? La deuxième génération, ce serait tous les biocarburants faits à partir de résidus de déchets, de résidus agricoles. On trouve aussi là-dedans toute la R&D autour des micro-algues. Voilà, donc là, il y a un potentiel là-dessus, mais est-ce qu'il pourra couvrir tous nos besoins? C'est loin d'être une évidence. Et donc, en synthèse, les messages clés que je voudrais vous donner et quelques véhicules pertinents sont les suivants. Sur l'électrique, comme nous l'avons vu, la construction d'une batterie est hyper impactante. Donc, nous, le message qu'on dit, c'est arrêtons la course en avant vers l'autonomie.
Essayons de plutôt d'avoir des usages adaptés par type de véhicule et ne cherchons pas le véhicule qui ferait tout. Le véhicule électrique est hyper pertinent sur des cibles d'usage adaptés. Deuxième point, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est le pilotage de la recharge. Si on se dit que le parc français va basculer progressivement en électrique, il va y avoir des pics de consommation qui seront de plus en plus importants. Il faudra piloter. Alors, Enedis, les énergéticiens sont rassurants. Ils nous disent qu'il y aura de l'électricité pour tout le monde. En revanche, il y aura des moments quand même qui resteront complexes et le pilotage va donc devenir crucial. Les véhicules qu'on imagine, alors j'ai mis les véhicules clés, ça va être par exemple les vélos assistance électrique, les bus 12 mètres, les bus standards sont vraiment bien adaptés pour l'électrique, et puis bien sûr les véhicules légers. Si on passe maintenant à l'hydrogène, alors l'hydrogène a un message clé qui est lié au rendement énergétique de la solution. On ne l'a pas développé vraiment ici, mais essayez de retenir ça. Donc là, je parle du deuxième message qui est « Si le service de mobilité peut être rendu par l'électrique batterie, écartons la solution hydrogène ». Ça, il faut que ce soit vraiment la logique en termes de choix quand on veut un véhicule électrique. Il faut avoir ce questionnement avant de choisir l'hydrogène, puisque pour des raisons vraiment purement techniques, scientifiques, énergétiques, la solution électrique batterie est plus pertinente. C'est pour ça typiquement que j'ai retiré le vélo ici. Un vélo à assistance électrique, ça peut complètement faire l'affaire avec, ça n'a pas besoin d'autonomie très grande. L'électrique batterie fait l'affaire, donc oublions d'entrée de jeu l'électrique hydrogène. Puis le deuxième message, mais pardon, que j'ai mis en premier dans cette case-là, c'est bien réfléchir à la manière dont est produit l'hydrogène. Et avant de vous lancer dans un projet hydrogène, il faut vraiment avoir en tête qu'il va falloir se poser la question de la production d'hydrogène et de pousser une production par électrolyse. Et puis, dernier carburant, j'ai rassemblé, parce qu'ils sont quand même de la même famille, hein, le biogaz, c'est un biocarburant. Biocarburant et biogaz, les messages clés. Alors pour nous, ce sont de bonnes solutions. C'est vrai qu'on entend moins parler dans l'actualité, dans les projets, etc. Mais ça reste des solutions très pertinentes, et notamment pour cette période de transition, puisque ce sont des solutions qui sont déjà en place, qui sont bon marché, accessibles, qui fonctionnent. Et donc, c'est des choses qu'on préconise, nous, à l'ADEME. Par contre, là où on veut mettre quand même un point d'attention, c'est sur la contrainte des usages et de la ressource. Donc, je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Je voulais simplement peut-être dire, c'est parfait, j'ai même de l'avance en 30 secondes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas une solution miracle, une solution qui irait à tous les carburants, à tous les usages, pardon. On est plutôt, nous, à l'ADEME, sur une proposition de panachage. Selon vos usages, selon vos véhicules, il y a un type de carburant alternatif qui convient au mieux. Et donc, le message clé, c'est regarder votre territoire, quels sont les potentiels, et regarder vos usages en détail pour comprendre quels sont vos vrais besoins. Et puis, l'agglomération des deux, en fait, permettra de vous amener à la bonne solution. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup, Madame Roseau. C'était très clair, très pédagogique, je pense. Et il y a eu pas mal de questions posées. Donc, je vais laisser à mon collègue Simon Relier vous synthétiser et regrouper peut-être certaines questions. Oui. Alors, bonjour. En première question, c'était par rapport peut-être aux véhicules électriques. Il y avait des questions finalement. Quel est l'impact après? C'était plus sur le recyclage de la batterie. Finalement, est-ce que c'était bien pris en compte aussi dans votre analyse du cycle de vie? Et puis après, une question sur est-ce que si les véhicules électriques se développent, ce serait quoi l'impact sur la production d'électricité? Et notamment, est-ce qu'il faudrait des centrales nucléaires supplémentaires? Alors,
Donc, sur la première question, le recyclage. Alors, c'est un vrai sujet. Alors déjà, c'est très encadré tout ça, hein. Il y a des objectifs il y a des objectifs en fait en termes de recyclage de la batterie qui sont imposés au niveau de l'Europe. L'enjeu, le vrai, c'est d'arriver à faire du recyclage à boucle fermée, c'est-à-dire on part d'une batterie, on la recycle et on la remet dans un véhicule. Ça, c'est là sur lequel tous les enjeux se concentrent actuellement dans la recherche. Après, ce qui est rassurant, c'est que si on prend le cas de français, on sait recycler. Alors, peut-être pas complètement boucle fermée, parce que ça, voilà, la recherche n'a pas encore complètement terminé, mais on est bon là-dessus. On a 2 grandes entreprises qui ont des techniques différentes en matière de procédés chimiques et qui arrivent à recycler. La question sur ce sujet, et qui est complexe, c'est que les véhicules, les batteries sont actuellement encore dans les véhicules. Et donc, l'industrie a du mal en fait à se lancer et à se développer à son plein potentiel, puisque les véhicules ont encore les batteries à l'intérieur. Donc, on sait qu'en 2027, on va avoir une multiplication énorme de la quantité de batteries à recycler. Et c'est plus, est-ce qu'on sera prêt? Est-ce qu'on aura les capacités en France d'avoir assez d'usines de traitement pour recycler? Sinon, ça veut dire qu'on va envoyer ces batteries à l'étranger où ils auront peut-être pris plus de l'avance. Donc, j'ai envie de dire, la question, elle est bonne. C'est un vrai sujet, mais c'est plus… mais moi, je voudrais être rassurante sur dire, oui, on sait faire et on va faire de mieux en mieux. C'est plus, est-ce qu'on va être capable d'assurer en fait toute la masse de batteries à recycler? Le pire des cas, d'un point de vue économique, environnemental, ce serait qu'on n'ait pas la capacité en France de recycler tout ça et qu'on envoie la matière noble à l'étranger et que en fait, la matière précieuse un peu des batteries se retrouve économiquement dans d'autres pays. C'est ça l'enjeu. Alors, sur la deuxième question du nucléaire, alors moi, je ne suis pas une spécialiste des réseaux énergétiques, donc là, je peux vous dire, moi, ce que nous disent les énergéticiens et avec qui on discute, hein. Donc, eux, ils sont très rassurants sur le côté, il n'y a pas besoin, non, il n'y a pas besoin d'avoir plus de nucléaire. On est sur quelque chose qui peut être absorbé par les infrastructures actuelles. On va avoir, par contre, comme je l'ai dit, certainement des pics de consommation qui seront de plus en plus importants à des moments clés. Par exemple, le soir, quand on rentre du travail, si tout le monde recharge son véhicule au même moment et que ce moment coïncide avec le boost du chauffage, la cuisine, l'éclairage, la lessive, là, on va avoir des problèmes. Après, c'est des choses qui sont vraiment très, très étudiées finement par les énergéticiens. Et il y a déjà des gestes un peu gagnant-gagnant. Typiquement, si vous avez là actuellement, vous, un véhicule électrique ou une flotte, le geste gagnant, c'est de vous brancher entre midi et 2. Typiquement, le top, ça va être au travail entre midi et 2. C'est là où la France produit le plus d'énergie photovoltaïque. Et comme c'est une énergie intermittente, c'est intéressant qu'on l'utilise dès qu'elle est produite. Et donc, voilà, ça, c'est ce que je peux donner comme conseil pour aider le réseau au mieux. Merci. Après, il y avait une question qui était sur la production d'hydrogène. Donc, vous avez cité 2 techniques. Et donc, il y avait une question sur la production d'hydrogène par méthanisation. Est-ce que vous avez plus d'éléments peut-être sur ce type de production pour l'hydrogène? Alors, par méthanisation, est-ce que c'est de dire on met du gaz naturel en entrée, enfin du biogaz? Parce qu'en fait, le vaporéformage, ça prend en entrée du gaz. Ça peut être du gaz naturel fossile ou du biogaz, donc produit, comme on l'a vu, par des déchets. Alors, nous, le message à l'ADEME, c'est de dire si on a du biogaz disponible, utilisons-le directement dans les véhicules et ne commençons pas à le transformer pour en faire de l'hydrogène. Et l'hydrogène, on le retransforme en électrique. Donc voilà. Après, si la question, c'est la méthanation, c'est encore autre chose. Je sais pas à quel point j'ai répondu à côté de la plaque ou pas à la question. La méthanation, alors c'est une technique qui permet de capter du CO2. Alors, on l'étudie à l'ADEME, c'est moins mature et pour le coup, je ne serai pas la plus pertinente pour y répondre, mais que la personne n'hésite pas à me contacter et puis je peux envoyer vers la bonne personne à l'ADEME.
Après, c'était une question finalement plus par rapport à ce que vous énonciez en introduction sur la stratégie un peu avec la réduction finalement des besoins. Et en même temps, après, dans le déroulé, pour la voiture électrique ou le véhicule électrique, c'était un prix kilométrique assez faible et puis un achat à amortir sur une station à rouler. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas là quelque chose Ouais. d'un peu contradictoire dans ce raisonnement-là? Alors, déjà, sur le prix aux 100 km que j'ai donné, c'est pas, c'est un prix qui a été vraiment très bien construit avec les ministères. Donc, il faut savoir, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais normalement, sur les stations-service, maintenant, il y a le prix des carburants, de tous les carburants aux 100 km. C'est une obligation de l'État. Vous pouvez trouver ces prix sur Internet. Et donc, ces prix sont établis en prenant le coût moyen de l'électricité et puis sur la base des 3 véhicules les plus vendus en France en électrique, on fait la moyenne des consommations. Donc voilà, je suis assez sûre de moi quand je dis que c'est 2,9 € pour 100 km. La deuxième question, c'était… attendez, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de la suite de la question. C'était Ah sur oui, sur finalement l'amortissement, oui, ça y est. Oui. Du coup, le message, c'est de dire rouler, 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 et c'est contre-naturel avec le message de l'ADEME qui est prenez les transports en commun et faites de la marche. Alors, je suis complètement d'accord. C'est l'ambiguïté du véhicule électrique. C'est pour ça que nous, le véhicule électrique, on le pousse sur des usages intensifs, mais parce qu'ils sont pertinents de manière intensive. Pour nous, typiquement, l'usage parfait pour l'électrique, c'est le véhicule en autopartage. Celui mis à la disposition par une collectivité qui est utilisé de manière intensive. Là, on est dans le summum de l'utilisation et de la batterie, et au niveau économique, c'est le plus pertinent. Voilà ce que je peux vous dire. Alors après, il n'y avait pas forcément de questions là-dessus, mais est-ce que, notamment par rapport au fait que le véhicule électrique, il y avait à l'achat, après il y a la batterie, est-ce qu'il y a aussi des solutions finalement pour modifier son véhicule thermique aujourd'hui et le transformer avec une autre motorisation type électrique? Oui, alors tout à fait. Alors en fait, l'année dernière, le 13 mars 2020, il y a eu un arrêté qui s'appelle l'arrêté Rétrofit et qui justement autorisait ces pratiques de transformation de moteur où on passe d'un moteur thermique à un moteur électrique, qu'il soit électrique batterie ou électrique par hydrogène. Et donc, nous, à l'ADEME, on a fait une étude qui va sortir dans quelques jours. Donc, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à regarder cette étude où on a regardé alors, ce que voulait dire cet arrêté d'un point de vue technique, quel était le processus en fait de rétrofit, et puis quel était l'intérêt environnemental et l'intérêt économique aussi de ces pratiques. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler parce qu'on est en train de finaliser les choses. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue environnemental, rétrofiter son véhicule est très pertinent. On est à plus de 50% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à la solution de rester en diesel. C'est aussi une solution qui est plus pertinente que de renouveler, d'acheter un véhicule électrique neuf et de mettre à la casse son véhicule thermique. Donc, typiquement, un bus, plutôt que de le mettre à la casse, de le recycler, et puis d'acheter un bus neuf ou alors de rétrofiter son bus électrique actuel, on est clairement plus intéressant dans l'option du rétrofit. D'un point de vue économique, et l'étude le décrira, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, on est dans un sujet assez complexe parce qu'on a des acteurs qui sont plus petits. Les acteurs du rétrofit, ça va être des startups qui s'associent à des garagistes. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a des emplois locaux. Mais à côté de ça, ça veut aussi dire qu'ils ont moins de marge de manœuvre sur les achats pour faire descendre les prix des batteries, etc. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est possible le rétrofit pour passer à de l'électrique, et vous en saurez plus dans quelques jours, quelques semaines. Merci pour cette avant-première. Donc, une question aussi après, c'était sur les biocarburants. Est-ce qu'ils peuvent être pertinents, pareil, pour une flotte de bus?
Alors oui, tout à fait. Les biocarburants, c'est pertinent pour tous les usages. Alors après, pour les zones faibles émissions, le problème des biocarburants, c'est que ça ne rentre pas dans les véhicules, je parle donc des ZFE, ça ne rentre pas dans les véhicules faibles émissions parce qu'il y a un pot d'échappement et il y a quand même des émissions. Donc c'est la problématique, mais selon, voilà, encore une fois, votre contexte local, si vous êtes s'il y a des zones un peu plus agricoles avec la possibilité d'avoir des résidus de déchets agricoles, eh bien, ça peut être très intéressant d'avoir une petite installation en local et avec les bus, par exemple, scolaires qui fonctionnent là-dessus. Moi, je crois beaucoup aussi aux petits écosystèmes un peu sur mesure plutôt que forcément la grosse solution unique sur un territoire très, 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 très large. Voilà, pour moi, tout ça, c'est complémentaire. Je dis ça parce que souvent, sur l'hydrogène, on est plutôt sur des énormes écosystèmes. Alors, ça peut avoir du sens en écosystème parce que ça permet, voilà, en hydrogène, parce que ça permet d'avoir des projets à plus grande échelle, d'avoir plus d'utilisateurs. Mais voilà, ce n'est pas la panacée. Les biocarburants en petite échelle sur des bus d'une collectivité, c'est parfait. Et sur les bus, après, il y avait aussi finalement la solution filaire qui a déjà existé sur le trolley. Est-ce que c'est des choses qui finalement reviennent un peu ou pas forcément? Finalement, la batterie, elle a plus d'intérêt pour les bus? Alors, je suis moins au fait de ces solutions filaires, mais pour moi, oui, d'un point de vue comme ça un peu intuitif, c'est même plus intéressant si vous avez une solution filaire qui est un peu comme caténaire, qui va permettre d'alimenter en électricité en direct. C'est même, oui, et ça vous permet par exemple d'avoir plutôt une plus petite batterie en appoint, une appoint électrique, c'est plus pertinent d'un point de vue environnemental, effectivement. Donc oui, les solutions de ce type sont à envisager, à comparer, mais à garder dans le scope, bien sûr. Ouais, ça va être une question qui s'adresse plutôt au service d'Orléans Métropole, donc je vais la poser. Et donc Blanche Tardieu y répondra d'Orléans Métropole sur finalement le choix des bus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à plutôt utiliser des bus petits ou moyens finalement pour que la solution qu'on a vue batterie soit plus intéressante? Oui, donc c'est une question qui est effectivement pertinente et à laquelle on travaille. C'est d'ailleurs effectivement les véhicules légers qu'on a convertis en premier. Les véhicules électriques sont en circulation depuis déjà plus de 8 ans hein, sur les lignes L et O en centre-ville et depuis plus récemment sur la ligne 25. C'est effectivement les plus faciles à convertir. Après, sur la réflexion autour de la taille des véhicules, il y a 2 volets. Il y en a un qui est celui de la gestion de l'heure de pointe, qui est, aujourd'hui ce qui dimensionne, notre flotte de bus avec, des bus, même articulés, qui sont déjà bien remplis et malgré tout, une réflexion qui est déjà bien amorcée, sur Orléans Métropole, qui est celle des bus qui sont, peu «remplis» entre guillemets, sur, certaines portions de leur trajet et là, on travaille, sur la notion du transport à la demande. Du coup, avec des véhicules plus petits, des véhicules grand public, 9 places sur lesquels, des acquisitions électriques ont déjà démarré. Merci. Donc après, donc là, c'est toujours par contre, c'est pour l'ADEME, donc Madame Roseau. Il y avait une question finalement sur, alors si j'en comprends bien, c'est est-ce que le véhicule électrique pourrait être un moyen de stockage de l'électricité, donc c'est-à-dire finalement d'être rechargé, je suppose, quand il y a des pics de production pour après pouvoir, du moins, pour utiliser les pics, quoi. Oui, alors il y a énormément de travaux là-dessus, sur le rôle en fait de cette batterie. Alors il y a en fait il y a 2 options. Il y a le côté la fin de vie de la batterie peut servir de tampon sur le réseau pour jouer ce rôle-là. Donc ça, c'est aussi une manière d'imaginer une fin de vie autre que le recyclage. C'est une aide au réseau.
Et puis, il y a cette deuxième possibilité de jouer un rôle, comme vous l'avez dit, on stocke de l'énergie dans la batterie et quand le réseau en a besoin, on fait des allers-retours. Donc ça s'appelle le véhicule to grid. Il y a il y a plusieurs projets en France actuellement sur le sujet qui permettent de voir voilà, ce passage-là. Est-ce qu'aussi les usagers, les possesseurs en fait, de ces véhicules, est-ce qu'ils sont partants? Il peut y avoir un blocage aussi psychologique à se dire bah mince, on va aller me retirer de l'énergie de mon véhicule sans que je sois au courant. Donc, il y a des travaux là-dessus et c'est une vraie idée intéressante du rôle du gagnant-gagnant entre le véhicule électrique et le réseau. Ben, merci pour toutes ces réponses et pour votre intervention. Peut-être si vous avez des ressources complémentaires qui pourraient être diffusées pour que les participants qui veulent creuser le sujet puissent aller voir, peut-être les mettre dans le fil de discussion ou nous les transmettre et puis on fera le relais sur le site des assises. D'accord, eh ben, je ferai ça. Effectivement, il y a des notes qui positionnent les émissions à l'échappement des différents carburants qu'on a vus aujourd'hui, qui est assez précise. Je pourrais aussi vous faire part de l'étude rétrofit, d'autres sujets. Normalement, l'ADEME va aussi sortir un positionnement bientôt, alors ce sera plutôt dans quelques mois, sur le véhicule électrique et sa recharge, donc sur toutes ces questions un peu de est-ce que le réseau va tenir, comment on peut faire pour aider le réseau, le véhicule to grid. Donc, je penserai à vous communiquer tout ça. Merci en tout cas pour votre écoute et puis pour vos questions très intéressantes. Merci beaucoup. Je sais que vous avez une contrainte là, de dernière minute auprès du ministère, Madame Roseau, donc vous allez devoir nous quitter. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui permet de poser vraiment clairement tous les enjeux concernant les différents carburants alternatifs. Donc, merci encore. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et effectivement, je dois partir, je m'excuse, mais merci encore à tous d'avoir donné l'opportunité à l'ADEME de s'exprimer sur ces sujets. Et puis, bonne fin de webinaire. Merci. Donc, deuxième partie du webinaire, donc intervention de Laurent Cornagia du bureau d'études Artelis, qui accompagne la métropole sur l'élaboration du schéma directeur de l'énergie avec un volet transport. Alors, hop, je ne sais pas ce que vous avez fait. Je repartage l'écran. Attendez un instant, petit. Alors, mais j'avais tout fermé. Donc, attendez. Un petit instant. Je rouvre. Voilà. Partage. Ah oui, c'est parti. Hop, ça y est, je vous laisse la main. Normalement, vous avez juste passer les diapos. Alors, est-ce que j'y arrive? Je vais redemander le contrôle éventuellement. Voilà. Ouais. Hop. Et voyons. C'est bon. Bonjour à tous. Donc, Laurent Cornagia, oui, pardon, je crois que j'ai fait une petite erreur de manipulation. Laurent Cornagia, consultant au bureau d'études Artelis. Donc, bravo à l'ADEME pour sa présentation très claire sur les différentes mobilités. Nous, notre rôle dans les assises de la transition écologique, c'est plutôt d'accompagner Orléans Métropole sur les différentes problématiques énergétiques. Donc, on va essayer en fait de dresser différents diagnostics des consommations énergétiques de la métropole. Et aujourd'hui, je vais vous parler des problématiques qui concernent le transport en particulier. Donc, la présentation va durer à peu près 20 minutes. Ça va aller assez vite et il y aura un temps d'échange à la fin. Et s'articulera en 3 parties. D'abord, je vous ferai un état des lieux énergétiques des transports.
Puis, on s'intéressera à comment scénariser les transports, comment modéliser finalement la demande de transport, les émissions et les consommations énergétiques associées. Et enfin, on reviendra sur les enjeux du développement des motorisations alternatives, où il y a déjà eu un très bon aperçu sur l'ensemble des 3 motorisations, mais on reviendra un peu plus sur ce qui peut être fait sur Orléans Métropole en particulier. Donc, au niveau de la première présentation sur l'état des lieux énergétiques des transports. Donc, un petit rappel de l'objectif, le schéma directeur de l'énergie en général quantifie les consommations énergétiques du territoire sur l'ensemble des secteurs, pas seulement le transport, pour identifier les secteurs qui consomment le plus, déterminer les spécificités territoriales des consommations. Ce qui permet en fait derrière de faire ça, c'est de prioriser les actions qui doivent être menées par Orléans Métropole ou par d'autres acteurs pour diminuer les consommations énergétiques et les émissions énergétiques. Donc forcément, il y a des actions sur le transport, mais pour diminuer l'ensemble des émissions de gestes, ce n'est pas forcément le seul secteur. Et en particulier, donc, sur le transport, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est quelle est la place du transport dans la consommation énergétique totale? Quelles sont les tendances observées? Et enfin, quels sont les modes de transport les plus consommateurs au niveau de la métropole qui permettent de prioriser peut-être les actions à mener. Est-ce que c'est plutôt les transports en commun, les poids lourds, les véhicules particuliers, etc. Donc, on va répondre à ces questions dans cette présentation. Donc, tout d'abord, un petit point méthodologique. Le diagnostic énergétique qui a été établi dans le schéma directeur de l'énergie vient de plusieurs sources de données. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça concerne aussi les autres secteurs, mais grosso modo, en termes de consommation énergétique au niveau des transports, c'est des données qui viennent principalement de l'OREGES, qui est l'Observatoire régional des émissions à effet de serre, et qui permet notamment qui estime chaque année la consommation de pétrole, de carburant sur la métropole. Et donc, c'est à partir de ces données qu'on a principalement eu les premières sources de consommation réelle du transport sur Orléans Métropole. Alors, si on reprend le diagnostic final qui a été fait dans le cadre du schéma directeur de l'énergie en 2017, donc là, on parle de consommation énergétique annuelle. C'est vraiment la consommation de tous les secteurs d'Orléans Métropole. Énergétique, donc quand on parle d'énergie, c'est la consommation d'électricité, de pétrole, de gaz, de biomasse, de fuel, etc. Toutes les énergies. Et donc, le diagnostic qui a été réalisé comptabilise 6 TWh d'énergie consommée sur le territoire, soit environ 25 MWh par habitant, pour une moyenne de 29 au niveau départemental, ce qui s'explique en particulier, donc cette diminution s'explique en particulier parce que Orléans Métropole est un territoire urbain où les gens se déplacent un peu moins, et aussi par une présence de l'industrie qui est peut-être un peu plus faible que sur d'autres territoires. Les secteurs les plus consommateurs, vous les avez en dessous. Donc, il y a 5 grands secteurs quand on parle de comptabilité énergétique. Le tertiaire, donc les commerces, les commerces et bureaux, enseignement, administration. Le résidentiel, donc les logements des individus. L'industrie, le transport et l'agriculture. Donc, si on les regarde un peu, le bâti, ça représente, donc le tertiaire plus le résidentiel, ça représente la part très majoritaire, mais les transports viennent en deuxième place à 27% de consommation énergétique. À titre indicatif, ces consommations correspondent à une facture énergétique d'environ 550 millions d'euros en 2017. Alors, ça, c'est les consommations énergétiques. Mais les consommations énergétiques ne nous donnent pas forcément les émissions de gaz à effet de serre ou d'autres émissions qui sont plutôt celles qui nous intéressent. L'objectif, finalement, de ces assises de la transition ou du schéma directeur énergétique, c'est de voir comment on adapte le mix pour émettre le moins possible de gaz à effet de serre. Donc, si on regarde cette fois les émissions à effet de serre, la répartition n'est pas la même, puisque dans le tertiaire, c'est principalement de l'électricité qui est consommée. Dans le résidentiel, ça va être plus du gaz, par exemple. Mais vous voyez que dans le transport, comme c'est, on le verra juste après, extraordinairement, majoritairement du pétrole, c'est là où les émissions de gaz à effet de serre sont les plus importantes, à 44%. Donc, ça représente près de la moitié de l'impact climatique lié à l'énergie. Un petit warning ici, donc les émissions totales sont estimées à 930 kilotonnes équivalent de CO2. Ce ne sont pas tout à fait les émissions
total d'Orléans Métropole, puisque, en termes de gaz à effet de serre, puisqu'il y a aussi des émissions au niveau des industries et de l'agriculture qui ne sont pas comptées. Mais c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de la combustion et de la consommation d'énergie, et qui représentent quand même une part très majoritaire des émissions totales à effet de serre. Si on regarde maintenant les différents secteurs et les évolutions, on s'aperçoit que dans le tertiaire, le résidentiel et l'industrie, il y a une baisse assez nette de la consommation. Alors, ça peut être dû au climat, mais là, en l'occurrence, 2012 et 2017 sont des années climatiques qui sont assez moyennes, donc c'est vraiment quelque chose qu'on observe d'un peu structurel. Donc, il y a une baisse totale sur la métropole de 6,4%. Dans les transports, on voit une petite hausse ici, mais de fait, la hausse, il n'y a pas vraiment de hausse, c'est plutôt une consommation globalement stable, l'année 2012 ayant été marquée par un trafic assez faible. Donc voilà, quand même des secteurs qui baissent en moyenne, le transport, lui, reste à peu près constant en termes de consommation énergétique. Si on regarde un peu plus en détail la consommation énergétique des transports, vous avez ici les différentes consommations. Donc là, je vais reprendre un peu ce qui a été dit par l'ADEME juste avant. Vous avez la répartition et vous voyez que c'est majoritairement des produits pétroliers en termes de consommation énergétique. Les autres ENR ici peuvent représenter la part de biocarburants en particulier, et l'électricité est une part extrêmement minoritaire de la consommation énergétique. Donc voilà, on n'observe pas vraiment de tendance. Ici, on voit une consommation stable et pas forcément entre 2012 et 2016 en tout cas, qui sont les données disponibles, pas forcément de changement. Au niveau des consommations, des émissions, donc on a 44% des émissions énergétiques sont en termes de GES, ils sont en transport, mais ça fait beaucoup plus d'oxyde d'azote, 76% des émissions énergétiques, et en particules fines, on est à peu près au même niveau que le GES. Ensuite, donc nous, on reviendra sur cette figure qui est assez complexe, on la détaillera un peu plus dans une seconde partie, mais on a fait un modèle qui permet de prendre ces consommations et finalement de voir un peu, ce que là, quand on a les consommations, on ne sait pas trop ce qui vient des bus, ce qui vient des poids lourds, ce qui vient des véhicules particuliers. Donc le but des missions d'Artelis, ça a été de décomposer cette consommation en plusieurs éléments, pour identifier, pour comprendre un peu mieux quel est le profil de consommation énergétique et d'émissions d'Orléans Métropole. Donc on reviendra plus tard sur ce gros schéma, mais en gros, voilà, on distingue avec plusieurs sous-parties pour comprendre mieux comment se déplacent et comment consomment, au niveau des transports, les habitants d'Orléans Métropole. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a en fait associé ces données de consommation de l'OREGES avec des sondages qui ont été produits par Orléans Métropole et qui permettent de comprendre un peu quels sont les profils de déplacement des habitants, mais aussi des professionnels sur Orléans Métropole. Donc, il y a eu un sondage téléphonique déplacement en 2014. Le plan de déplacement urbain adresse ces questions et nous donne des informations. Une enquête cordon pour savoir quels sont les déplacements hors et qui rentrent dans la métropole. Et aussi une enquête logistique urbaine pour avoir un peu mieux une visu de quels sont les déplacements logistiques à l'intérieur de la métropole. Et on prend aussi des consommations moyennes et des facteurs d'émission du CITEPA et de l'ADEME pour comprendre un peu quelle est la répartition des différents types de consommation dans Orléans Métropole. Donc on va décomposer en fait les consommations par catégorie de déplacement internes dans la métropole, en échange qui partent ou qui arrivent à la métropole, et en transit qui ne font que traverser la métropole, par type de transport, voyageurs et marchandises, par type de véhicule et par énergie de motorisation. Donc les énergies de motorisation qui vous étaient présentées juste avant. Donc ça donne... Alors, sur les résultats, donc déjà, il y a plusieurs sources de données qui permettent de déterminer les valeurs en 2017 et qui permettent de faire ce modèle détaillé des transports. Donc voilà, il y a la population qui rentre en compte, le nombre de déplacements par jour et par personne qui est aujourd'hui de 3,5, le trafic journalier en transit, la distance moyenne des déplacements internes et la distance moyenne de déplacement en transit, et enfin un taux de remplissage aussi. Donc ça, c'est typiquement, ici on revient sur quelques chiffres qui vous donnent un espèce de profil de déplacement sur Orléans Métropole. Ce n'est pas les mêmes chiffres pour les autres métropoles et forcément, ou pour les autres territoires, et forcément ça a une incidence sur les profils de consommation énergétique métropolitains. Donc qu'est-ce que ça donne ?
Donc, vous voyez, en fait, on va distinguer ici, on vous a affiché la décomposition de ces consommations en termes de type de motorisation et en termes de est-ce que c'est un déplacement en échange interne ou en transit. Donc, il y a un premier résultat qui est la distance parcourue par an. On voit que c'est en fait de manière écrasante les voitures et les véhicules utilitaires légers qui représentent les distances parcourues les plus importantes. Les poids lourds, finalement, en représentent peu. C'est principalement les poids lourds en transit, deux roues et bus aussi. La consommation annuelle en énergie, ici, elle est un peu plus pour les poids lourds et les bus, mais ça reste une domination écrasante des voitures et des véhicules. Et forcément, la consommation et les émissions, comme on a vu que c'est principalement du pétrole, des produits pétroliers qui sont utilisés, ça représente à peu près, même en termes de pourcentage, la même chose que les consommations annuelles. Donc, c'est quand même les voitures particulières et les véhicules utilitaires qui représentent la majorité des émissions. Petite quand même différence, on voit que sur les poids lourds, c'est plutôt les déplacements en échange et en transit qui font la majeure partie des émissions, forcément, puisqu'il y a tous les poids lourds qui passent à travers l'autoroute. Donc voilà un peu pour le diagnostic énergétique. Juste un élément de diagnostic qui vous donne un peu plus de chiffres, pour vous rendre compte un peu de la taille des chiffres du transport sur Orléans Métropole. Donc, une estimation de la taille du parc de véhicules légers, c'est à peu près 150 000 voitures particulières et à peu près 30 000 véhicules utilitaires légers. Cette répartition, on voit à peu près sur les ménages qu'il y a une majorité de ménages qui possèdent une voiture, à peu près un cinquième qui n'en possède pas, et quand même un tiers des ménages qui possèdent au moins 2 voitures. Et enfin, sur le type de véhicules immatriculés, c'est majoritairement énormément du gazole et de l'essence. Et ça, je rejoins la figure qui avait été montrée au début de la présentation par Adam. Donc, rien de... Enfin, c'est des profils qui sont assez moyens au niveau français et c'est des profils qui seront amenés à évoluer dans le cadre de la transition énergétique. Donc, justement, comment faire quand on scénarise ces transports? Donc voilà, on a un modèle, on sait à peu près qui consomme quoi, comment, et comment faire quels sont finalement les enjeux, où sont les points pour modifier ce profil et arriver à une baisse des émissions. Donc ça a été abordé en tout début de présentation par l'ADEME, mais on va voir qu'il y a plusieurs facteurs. Donc on peut faire, une fois le diagnostic et l'état des lieux fait, une ambition d'offre de transport différente qui vient du plan de déplacement urbain, qui donne notamment les ambitions en termes d'usage et de pratique, et du schéma directeur de l'énergie, qui donne les ambitions en termes de type de mobilité. Donc, il y a une scénarisation qui est faite en 2030 dans le cadre du schéma directeur de l'énergie, ce qui permet en particulier, cette scénarisation, à quoi elle sert? Ce n'est pas juste des beaux chiffres, c'est aussi pour dimensionner quelles sont les infrastructures qui doivent être mises en place pour accueillir ces nouvelles mobilités et cette nouvelle demande énergétique. Donc, si on revient un peu sur ce modèle, on va le parcourir terme par terme, et en fait, on va voir qu'il y a des évolutions possibles sur chacun des termes. Donc, bon, le premier, c'est la population. Donc forcément, plus il y a population, plus il y a de consommation, de transport, etc. La population d'Orléans Métropole est en croissance, donc c'est pris en compte dans la scénarisation. Voilà. Ensuite, il y a le déplacement par personne. Donc il y a un chiffre moyen, aujourd'hui en 2017, qui a été pris dans le bilan que je vous ai présenté, mais ça peut évoluer, notamment avec l'essor du télétravail. Ça peut être des pratiques qui peuvent être encouragées. Alors, bon, forcément, en 2020, ça a un peu baissé, mais la scénarisation prend quand même en compte une diminution de déplacement des personnes. Ensuite, il y a les parts modales. Donc, les parts modales, c'est en fait, au début, on parle de déplacement, mais finalement, un déplacement de 5 km, il peut se faire en voiture comme à vélo. Donc, quelle est la proportion des types de mobilité qui sont utilisés pour ces divers déplacements? Donc là, le plan de déplacement urbain d'Orléans Métropole donne des informations ici. Vous avez ici les chiffres qui sont prévus en 2028. Donc, une augmentation de la marge du vélo, des transports en commun, et en violet, vous avez les véhicules particuliers avec plusieurs passagers.
et une diminution, et c'est vrai que c'est un peu l'ennemi des déplacements en véhicule particulier individuel. Voilà, donc c'est un type de scénarisation qui peut être fait. Avec aussi des projets d'aménagement qui vont accompagner ces évolutions, donc en particulier l'aménagement d'espaces piétons et vélos pour encourager l'usage de ces mobilités, et pour les transports en commun, la création de 2 stations de tramway qui permettraient d'accroître le choix des transports en commun quand on fait son déplacement. Ensuite, il y a une distance moyenne. Bon, pour le coup, la distance moyenne, ce n'est pas forcément quelque chose qui est amené à évoluer profondément. Ça dépend un peu du type de déplacement. Et donc, si c'est interne, on a une distance moyenne qui est reliée à la taille du territoire. Si c'est en transit, ça va être traverser le territoire. Et si c'est en échange, ça va être la moitié à peu près. Bon, là-dessus, pas trop de scénarisation pour le coup. Mais forcément, ça dépend un peu de la taille. Le remplissage, donc encore une fois, on en a un peu parlé, ça marche pour les véhicules particuliers et pour les transports en commun. Si les personnes sont à plusieurs ou font du covoiturage, forcément, ça va réduire les besoins en distance. Et donc, la multiplication de tous ces facteurs, finalement, donne une distance totale qui est un espèce de besoin de déplacement sur Orléans Métropole. Et ensuite, une fois qu'on a parlé de ces besoins de déplacement, on peut adresser plusieurs motorisations pour adresser ces différents déplacements. Donc, il y a ces 3 motorisations, je ne reviens pas dessus, ça vous a été largement présenté. Mais en gros, il y a une scénarisation qui va se faire sur la part de motorisation, combien de pourcents de ces déplacements vont être faits en électrique, en essence, en gaz naturel, etc. Et enfin, une fois qu'on a ça, on a tout ce qu'il nous faut, puisqu'on a l'efficacité des véhicules, donc litres au 100, qu'on multiplie par des émissions, donc efficacité des véhicules qui se retrouvent en particulier dans la stratégie nationale bas carbone, donc il y a des chiffres qui sont assez bien documentés sur ce que ça sera en 2030 aussi, qu'on multiplie par des émissions, et ce qui nous donne enfin les émissions totales. Donc, au niveau des émissions, il y a une baisse du contenu carbone des vecteurs énergétiques, en particulier, plus on prend l'électricité, forcément, moins ça fait d'émissions. Et donc, voilà le modèle intégral qui sera utilisé pour la scénarisation. Et on voit en fait que ce n'est pas juste changer de voiture, et ça a été évoqué au début, c'est aussi, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent être changés. Donc, ça peut être l'efficacité, la valeur d'émission, mais aussi toute la pratique de déplacement qui va amener une évolution de la consommation énergétique et des émissions énergétiques sur le secteur des transports. Je vais me dépêcher un peu, puisque je vois que j'ai quelques minutes pour vous parler des enjeux du développement des motorisations alternatives sur Orléans Métropole. Donc, juste un petit rappel sur le fait que les mobilités alternatives progressent. En particulier en 2020, les ventes de véhicules électriques ont explosé, malgré quand même la pandémie. Donc, on peut penser que ça pourra continuer à évoluer. Au niveau du GNV, vous avez le nombre de poids lourds de GNV. Alors, on voit qu'il y a une augmentation assez constante. Donc, c'est moins une explosion que le véhicule électrique, mais quand même, au niveau des poids lourds, le GNV progresse. Au niveau des projets en particulier, donc ça a été un peu évoqué dans les questions, il y a un développement des bus électriques sur le réseau. Depuis 2017, il y en a eu 6. Il y a une étape de renouvellement de 29 véhicules électriques fin 2021. Pour la suite, il y aura 100 bus à remplacer dans les 6 ans. Et là, les options sont ouvertes. Ça pourrait être de l'électrique dans la continuité, mais il y a aussi une réflexion sur différentes énergies. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, c'est encore quelque chose à définir pour les prochains. Donc, les enjeux étant la performance des véhicules pour le service aux usagers, l'impact carbone de ces bus, l'émission de particules, etc. Donc, à ce stade, tout reste sur la table pour les futurs bus. Et on a vu qu'il y avait plusieurs choix quand même. Donc, c'est encore des choses qui seront adressées par Orléans Métropole dans les mois à venir. Au niveau de la motorisation électrique, bon, je vais passer très rapidement sur ces slides puisque vous avez déjà eu une présentation assez exhaustive. Vous voyez ici quand même quelques chiffres un peu sur la recharge en particulier. Bon, ça a été évoqué. Il y a des recharges principales assez lentes aux recharges rapides. Ça va des recharges, forcément, la durée de la recharge va impacter la puissance électrique consommée et donc ça peut impacter le pic de consommation.
Au niveau du bilan, nous, on va rajouter une petite couche à l'ADEME en bas de cette slide. Donc, il y a une dynamique sur le véhicule électrique quand même. Le coût total de possession n'est pas forcément si important. Les émissions de gaz et la pollution de l'air et sonore, ça a été évoqué, sont largement inférieures aux véhicules thermiques. Et le moins, effectivement, temps de recharge, le coût des véhicules quand même, puisqu'il y a un coût à l'achat qui peut être un peu rébarbatif, même si ça diminue. Et là, c'est un peu plus quelque chose de nouveau. Les infrastructures de recharge à développer sur le territoire quand même, qui peuvent se multiplier dans le paysage. À ce sujet des infrastructures de recharge, il y a en ce moment 26 bornes publiques qui correspondent à 52 points de charge. Une borne, c'est 2 points de charge, déployées dans 18 communes métropolitaines. En voirie et en parking, il y a 18 points de charge. Quelques chiffres sur le coût d'installation d'une borne, c'est quand même assez cher, 9 000 € achetés par borne en moyenne. Juste sur quel est le bilan d'utilisation. Vous avez environ, vous voyez le premier point de statistique d'utilisation en bas de cette slide. Il y a eu à peu près 10 000 sessions de recharge en 2020, soit un taux de remplissage de 4,5%, avec des disparités. Ça peut sembler très faible. Il faut savoir que les bornes de recharge publiques n'ont pas forcément vocation à recharger des véhicules toute la nuit, puisque finalement les particuliers se rechargent plutôt chez eux. C'est plutôt finalement les bornes de public une utilisation de réassurance avant tout, pour pallier, voilà, s'il y a en gros, voilà, si la batterie est vide, c'est bien d'avoir une borne de recharge publique pas trop loin pour se dépanner, mais ce n'est pas le sens des bornes de recharge publique de fournir en permanence de l'électricité. Sur le déploiement d'infrastructures de recharge, quelques éléments de cadre réglementaire à différents niveaux. Donc, il y a une responsabilité sur la responsabilité des communes. Les communes ont la compétence pour créer, entretenir et exploiter des bornes de recharge. Par contre, à ce stade, il n'y a pas d'obligation légale d'installation de bornes de recharge publiques. C'est plutôt une initiative de la commune, pour le moment en tout cas. Sur l'obligation d'installation dans les parkings neufs non résidentiels, les parkings neufs vont devoir être équipés d'au moins une borne de recharge pour les parkings de plus de 10 places. Et enfin, sur les constructions neuves, il y aura une obligation réglementaire d'avoir un pré-équipement pour permettre l'installation ultérieure de bornes. Donc, les logements n'auront pas forcément une borne en direct, par contre, ça devra pouvoir en accueillir facilement. Donc, on voit que la réglementation évolue aussi pour intégrer de plus en plus ces bornes de recharge électriques dans le paysage français. Sur la motorisation GNV, bon, elle vous a été expliquée, je ne vais pas revenir sur les détails, juste sur les plus et moins, nous, Artelis, on dresse un peu le même bilan que l'ADEME. Forcément, il y a une autonomie, une maturité technico-économique, diminution des pollutions, et ça fournit aussi un consommateur stable de biométhane. Donc, en termes de consommation de gaz, ça favorise la production de biométhane qui est constante sur l'année, puisque on ne va pas en demander juste quand il fait froid, contrairement au chauffage. Donc, ça pousse un peu le biométhane de développer cette motorisation. Par contre, ça réduit peu les émissions de GS, à moins qu'on utilise du bio-GNV. Et il faut quand même des infrastructures de recharge, là encore. Enfin, motorisation hydrogène. Donc, encore une fois, je ne reviens pas sur les détails techniques. On observe les mêmes... on a encore une fois les mêmes conclusions que l'ADEME. Il y a une autonomie, une réduction des émissions. Ça peut être un atout pour la stabilité du système électrique, puisque les électrolyseurs sont plutôt vus comme une aide au réseau. Par contre, c'est une technologie très chère, pas très compétitive pour les véhicules légers. L'ADEME l'a bien exclu de ses recommandations véhicules légers. Et pour les mobilités lourdes, c'est encore en développement. En conclusion, on a vu qu'il y avait beaucoup de leviers pour réduire les émissions de transport et pas seulement changer les flottes, mais qui reste une option largement envisageable. Donc, 3 motorisations alternatives, électriques pour les véhicules légers plutôt, le GNV plutôt pour les poids lourds, et à un horizon plus lointain, la motorisation à l'hydrogène pour les véhicules lourds, poids lourds et trains. Voilà. Mais cette motorisation alternative, elle a quand même un impact, elle n'est pas tout à fait neutre, sur les infrastructures de recharge. Voilà. Et j'ai fini, j'ai dépassé, je laisse la place aux questions. Oui, c'est un peu coupé à votre dernière intervention.
Merci beaucoup pour cet état des lieux des impacts environnementaux des transports sur la métropole, et puis un point aussi sur les différents l'offre actuelle en borne de recharge et les différents projets en cours de développement sur le territoire. Donc, il y avait quelques questions par rapport notamment à la précédente intervention, je crois, et puis d'autres questions par rapport à votre intervention. Donc, je vais laisser la parole à Simon Rollier pour... Vas-y. Alors, il y a une première question, donc effectivement, c'est plus pour Madame Tardieu d'Orléans Métropole finalement sur les bus, donc avec une question qui était pour les grands bus, pourquoi pas finalement faire un rétrofit avec l'utilisation de biogaz issu de méthanisation des ordures ménagères. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou en tout cas envisagé pour les grands bus? Alors, c'est évidemment une option qu'on va explorer dans la démarche qui vous a été exposée dans la présentation qui vient de s'écouler. Ce qui est à noter néanmoins, c'est que notre urgence, elle est sur des véhicules qui sont pour beaucoup déjà à bout de souffle, donc sur lesquels le rétrofit n'est pas pertinent. Donc on le citait tout à l'heure, une centaine de véhicules là, dans le mandat qui ont déjà dépassé leurs 15 ans. La question du rétrofit, elle va donc se poser, mais pour nous plutôt dans un deuxième temps. Elle va être objectivée dans le cadre des études qui sont en cours de Donc, il y a également une question sur la suite, sur le choix des bus hybrides. Donc, quel choix a été fait et pourquoi cette solution pourrait être retenue? Alors le choix aujourd'hui n'est pas fait. Il y a des instances politiques qui ont encore lieu dans les prochaines semaines. La question du véhicule hybride, elle se pose avec deux prismes principaux. Celui déjà de la capacité à être mis en exploitation rapidement, puisque tous les véhicules qui vont avoir besoin du déploiement d'infrastructures de recharge vont nécessiter des études et des travaux préalables à l'installation des véhicules, qui font que les véhicules mettent plus de temps à arriver, dans un contexte où de nombreux véhicules sont à remplacer dans un délai assez court. La commande de bus hybrides qui est envisagée vise vraiment à pallier les plus urgents, pour lesquels on ne peut pas attendre d'avoir fait nécessairement un choix sur des infrastructures de recharge lourdes. Néanmoins, la question du bus hybride trouve sa pertinence dans des logiques qui ont été exposées également dans la présentation de l'ADEME, avec une réflexion jumelée sur les biocarburants. Donc, l'achat du véhicule, c'est effectivement le préalable, mais ça trouvera un sens plus complet quand la réflexion aura fini d'aboutir sur les biocarburants pour les véhicules, du coup partiellement diesel pour ces bus hybrides et complètement diesel pour tous ceux qui sont déjà en notre possession aujourd'hui sur le réseau. Donc maintenant, des questions pour Monsieur Cornaglia, donc par rapport à votre présentation et notamment sur les bornes de recharge. Donc c'était finalement qu'est-ce qui est prévu pour les logements collectifs existants sur le développement de ces bornes, qu'est-ce qui peut être mis en place. Et puis après, finalement, il y a vous préconisez une borne pour 10 places dans l'espace public. Finalement, si c'est que pour se réassurer, c'est-à-dire que les personnes doivent se recharger chez elles, quel est l'intérêt finalement d'avoir un développement aussi important, une densité si forte de bornes de recharge? Alors, au niveau de la première question, sur les logements collectifs, donc les bornes de recharge d'Orléans Métropole, pour l'instant, elles ont été plutôt divisées pour essayer de fournir pour mailler l'espace, avec en particulier une borne de recharge par commune. Je pense que les enjeux de disposition des bornes de recharge publiques n'ont pas forcément été ciblés directement sur les logements collectifs. C'était plutôt de les mettre dans des axes plutôt de passage, puisque
Là, on parle des bornes de recharge publiques qui sont mises en place par les pouvoirs publics. Sur les logements collectifs, ça devra plutôt être à l'initiative des bailleurs privés ou des propriétaires de logements collectifs. Et on a vu que dans les aspects réglementaires, les parkings de plus de 10 places devront avoir des bornes de recharge et qu'au niveau des installations, il y aura des prédispositions pour les particuliers. Donc voilà, il faut un peu différencier la question des bornes de recharge publiques qui adressent plutôt cette optique de réassurance et des bornes de recharge privées où là, normalement, dans les logements collectifs, dans les futurs logements collectifs neufs, il y aura quand même des dispositions favorables pour l'installation de bornes de recharge privées. Sur la deuxième question, alors, est-ce que vous pouvez me la rappeler? J'ai aussi perdu le fil. La deuxième question, c'était sur la quantité de bornes dans l'espace public, finalement, si elles ne servaient que en sur la réassurance. Oui, merci. Sur la réassurance, eh bien, le chiffre de 1 pour 10, il a été pris, c'est une recommandation, finalement, c'est le livre blanc de l'électricité durable, je crois, de la mobilité électrique, qui recommande ce chiffre de 1 pour 10. Le fait est qu'il faut voir que pour l'instant, il y a ce taux de 4,5% qui peut sembler très faible, effectivement, mais il n'y a aussi que 1% de véhicules électriques sur Orléans Métropole. C'est-à-dire que le besoin en réassurance, lui, il est proportionnel au nombre de véhicules électriques. Donc, et on l'espère d'une certaine façon, si le nombre de véhicules de motorisation alternative augmente, le besoin de réassurance, il est proportionnel. C'est-à-dire qu'il y aura plus de gens, de plus en plus de gens qui auront besoin d'avoir un dispositif de recharge local au cas où la batterie est vide. Donc, finalement, ce chiffre de 1 pour 10, il est quand même pertinent dans le sens où il correspond plus à l'assurance. C'est une borne de recharge publique pour 10 véhicules. Et s'il y a beaucoup de véhicules électriques, ça peut sembler logique qu'il y ait beaucoup de bornes de recharge publiques pour être sûr que s'il y a beaucoup de personnes en rade, elles puissent se recharger. Donc ensuite, il y avait une question par rapport à finalement les chiffres de votre modèle qui a été étudié. Est-ce que vous avez un comparatif de ces chiffres qui correspondent à Orléans Métropole par rapport à d'autres agglomérations qui feraient à peu près une taille similaire? Alors, la réponse est non. En tout cas, on ne l'a pas étudié en direct dans notre étude. Par contre, c'est vrai que c'est des choses qui se font. Donc, il y a des enquêtes spécialisées qui peuvent être menées, qui s'appellent les déplacements énergie-mobilité, qui adressent directement ces questions. Et pour le coup, là, nous, vous l'avez compris, on a fait un espèce de patchwork entre des enquêtes déplacement et les consommations énergétiques. On a regroupé les deux pour faire un modèle. Il y a des enquêtes qui sont dédiées à ce genre de résultats qu'on vous a présentés. Bon, il n'y a pas d'enquête disponible sur Orléans Métropole là-dessus. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce profil, il est quand même assez banal. C'est-à-dire que globalement, au niveau des métropoles françaises, il n'y a pas, en moyenne, il n'y a pas de métropole qui se distingue en ayant beaucoup plus de poids lourds, par exemple. Et là, le véhicule particulier et le véhicule utilitaire restent énormément majoritaires dans l'ensemble des métropoles. Donc voilà, le profil, les chiffres qui vont être montrés, c'est quand même ceux d'une métropole assez moyenne. Merci beaucoup, Monsieur Cornagia, pour cet exposé et ces réponses. Donc, je remercie aussi les participants pour leurs nombreux commentaires et questions via le fil de discussion. Je vais clôturer ce webinaire en vous indiquant que, donc, comme évoqué en début de séance, le parcours dit apprenant voilà, et va se terminer la semaine prochaine. Il y a encore sur la thématique mobilité 2 événements. Cet après-midi, pour ceux qui sont prêts à affronter le froid, il y a la visite du quartier du Lary. C'est vrai qu'on avait, Madame Roseau a indiqué en début de séance que l'un des leviers, c'était aussi de travailler sur
la longueur des déplacements, la demande de déplacement, et un quartier comme le Lary construit autour du tramway avec une mixité d'usage en est l'exemple. Donc, si ça vous intéresse, il y a encore possibilité de s'inscrire. Et la semaine prochaine, comment développer l'usage de la marche à pied et du vélo, et notamment via des conceptions d'espaces publics qui leur laissent plus de place. Enfin, Simon Relier vous a mis un lien dans le fil de discussion. Si vous voulez, voilà, il y a un petit questionnaire d'évaluation du webinaire, savoir si ça a répondu à vos questionnements. Et voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Et je vais vous souhaiter un bon appétit. Et j'espère vous voir prochainement dans une autre session, que ce soit la semaine prochaine ou d'autres ateliers qui devraient être programmés en mars-avril prochain. Merci encore et bon appétit à vous.